Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux aujourd'hui. Donc, je suis Samuel Mayol, le président du jury que vous composez aujourd'hui de ce prix Liberté Jeunesse. Je voulais juste dire quelques petits mots avant qu'on accueille notre lauréate. Donc d'abord, pour moi, c'est une grande joie de participer depuis 2 ans maintenant à ce prix. Et je remercie, je pense qu'on peut le faire tous collectivement, le président de notre association qui s'en va, Gérard, si tu peux revenir. Parce que c'est quand même lui qui a eu l'idée de ce prix en créant cette association. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que finalement, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que c'est compliqué de faire lire les collégiens, les lycéens, les jeunes d'une manière générale, que vous passez votre temps sur les réseaux sociaux, ce qui est sûrement le cas. D'ailleurs, il n'y a pas que vous, vos parents également. Tout le monde y est, donc vous n'êtes pas vraiment les seuls. Et finalement, c'est assez compliqué. Et je pense que c'est bien de remettre finalement la lecture, et surtout d'ailleurs à travers des prix comme cela, parce que ça vous a amené à pouvoir lire. Et en fait, je pense que vous pouvez être fiers d'avoir participé à ce jury. Vous allez avoir une attestation. Je pense qu'elles vous ont été distribuées ou ça va être le cas. Et donc, voilà, vous avez été membre d'un jury et ça, c'est un élément important. Ça a été un petit peu dit dans la pièce que vous venez de voir. En fait, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est garder raison. Et garder raison, c'est notamment s'ouvrir sur des choses qu'on ne connaît pas. Et la lecture permet ça. Elle permet de pouvoir découvrir des mondes qu'on ne connaît pas. Je vais m'enlever mon papier. Elle permet de découvrir des univers que vous ne connaissez pas. Elle permet de vous évader et de voyager. Et donc, finalement, eh bien, de voir autre chose. Et puis, l'avantage de la lecture par rapport notamment à ce que vous pouvez voir comme vidéo sur les réseaux sociaux, c'est que dans la lecture, c'est vous qui imaginez les univers dans lesquels vous êtes. Vous êtes en fait dans une propre imagerie mentale qui vous permet de vous évader un peu en fonction de vos codes à vous. Et donc, je pense que c'est important de garder cet héritage qui est celui de la lecture. Et donc, participer à un prix comme vous l'avez fait, eh bien, ça me semble être une très bonne décision. Et en tout cas, bravo à vos enseignants de vous avoir embarqué dans cette aventure. Et merci à vous d'avoir participé à ce jury. Donc, on peut vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir vous-même. Donc, aujourd'hui, il me revient de donner le nom de la lauréate que vous avez choisie vous-même, d'ailleurs, puisque, et je vais lui demander de venir me rejoindre sur scène, il s'agit donc de Madame Colombani pour son livre « La Tresse », qu'on peut applaudir. Donc vous avez écrit, si je ne me trompe pas, un certain nombre d'ouvrages, dont par exemple La Tresse, qui est celui qui nous réunit aujourd'hui, Les Cerfs-Volants également, Les Victorieuses. Alors moi, il se trouve que j'ai lu les 3, mais peut-être que ce n'est pas le cas de l'ensemble de nos membres du jury. Donc je vous encourage très vivement à aller lire les autres livres de Laetitia Colombani, qui sont tout aussi intéressants. Et donc celui-là, La Tresse, que vous avez lu, donc ce n'est pas la peine que je le résume, mais qui amène finalement aujourd'hui un message particulièrement important sur le combat des femmes, sur cette volonté finalement aussi d'émancipation et de combat. C'est un très beau roman, moi en tout cas je l'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est le cas également de nos lauréats, donc félicitations et bravo pour ce prix. Alors on a une question. Vous avez dit La Tresse, il y a des gens, ils l'ont regardé. Ah, bon, mais alors, très bien. Oui. Alors là, il y a une question d'une jeune fille qui nous dit que certains membres du jury l'ont regardé et pas lu. Bon, alors, je vous encourage malgré tout à lire le livre. C'est tout aussi bien quand même que de le regarder. En fait, en général, quand il y a un film qui sort à partir d'un roman, le mieux, en tout cas moi, ce que je propose, c'est qu'on lise d'abord le livre et après, on regarde éventuellement le roman. Alors, on a un petit cadeau pour vous, même 2 petits cadeaux. Que vous pourrez regarder. Alors ça, le président va vous expliquer exactement ce que c'est. Une petite statue de scribe égyptien. Voilà. Donc vous pourrez découvrir ça. Et puis ici, c'est une reproduction d'un tableau qui est célèbre. C'est La liberté guidant le peuple,
que vous connaissez sûrement. Ce tableau de Delacroix, vous l'ouvrirez directement chez vous, et qui, voilà, aujourd'hui est souvent le symbole de la liberté de conscience et de la volonté de s'émanciper. C'est ce qu'a fait le peuple français à une époque, pendant plusieurs années d'ailleurs, et donc la lecture permet ça, à mon avis également. En tout cas, bravo et félicitations pour ce prix. Les lauréats sont là, les membres du jury, pardon, sont là, et je vous laisse la parole. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'avoir participé à ce prix, à ce jury. Merci à ceux qui ont lu mon livre, merci à ceux et celles qui ont vu le film. Alors, c'est moi, avant d'être écrivain, j'étais réalisatrice, je viens du milieu du cinéma. Donc, c'est moi qui ai adapté mon propre livre, c'est moi qui ai réalisé le film. Donc, je peux dire que c'est un film qui est très fidèle au roman, je m'en porte garante. Voilà. Mais effectivement, après avoir vu le film, si vous avez envie, vous pouvez lire le livre, parce que bien sûr, il y a toujours des différences. Quand on adapte un roman, on fait des choix. Et puis, il y a certaines parties qui sont un petit peu différentes, qui ont un peu évolué. Donc, si vous avez apprécié le film, je vous invite à lire le livre voilà, après. En tout cas, moi, je suis très honorée de recevoir ce prix, le prix des jeunes lecteurs. C'est un prix qui a beaucoup de valeur pour moi. Nous, en tant qu'écrivains, on a besoin des jeunes lecteurs. On a besoin des lecteurs et des jeunes, parce que vous êtes ceux qui achèteront nos livres dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et puis, parmi vous, il y en a aussi qui, peut-être, un jour deviendront écrivains. Moi, j'ai d'abord aimé lire avant d'aimer écrire. Enfin, c'est deux passions pour moi qui se sont complétées, qui sont allées de pair dans ma vie. Donc voilà, je suis très honorée et très heureuse de recevoir ce prix. Merci à tous ceux et toutes celles qui ont voté. Voilà, et puis je pense que c'est pas toujours donné à tout le monde. Je pense que c'est aussi une chance que vous avez aujourd'hui, que de pouvoir rencontrer une écrivaine, un écrivain, un auteur, une autrice, quelqu'un qui justement est à l'origine des livres que vous pouvez voir dans les librairies. Voilà, c'est aussi un événement. Alors, c'est peut-être pas les influenceurs que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux, mais c'est tout aussi important à mon avis. Donc, je vous encourage du coup, et c'est peut-être bien finalement qu'on s'arrête là, pour que vous puissiez discuter après directement avec Laetitia Colombani, que les enseignants ici présents puissent le faire également, et que vous puissiez eh bien, voilà, même faire éventuellement des photos, des selfies, je ne sais pas, ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous avez rencontré aujourd'hui eh bien, une personne qui a écrit déjà plusieurs romans et pour lequel vous avez décidé de lui délivrer un prix aujourd'hui. Donc bravo encore à tous. Merci d'avoir été présents. Merci infiniment, à la fois pour votre œuvre et puis pour votre présence aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions, peut-être directement maintenant? On a encore quelques minutes. Mais voilà, ou nous donner un petit peu leur ressenti, nous dire ce que vous avez aimé dans le roman ou dans le film. Oui, je vous écoute. Chut, s'il vous plaît. Comment? Est-ce que c'est vous qui avez mis le film sur Netflix? Alors moi, j'ai un producteur, j'ai un distributeur qui s'occupe de tout ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit le film, je l'ai réalisé, je l'ai tourné. J'ai choisi les acteurs, j'ai choisi l'équipe, j'ai choisi les décors, j'ai choisi les costumes, j'ai indiqué comment je voulais tourner, j'ai dirigé toute l'équipe. Et après, c'est la partie production qui décide de mettre donc d'abord le film au cinéma, puis ensuite sur Canal, puis actuellement il est sur Netflix et à la fin de l'année il sera sur France 2. Donc ça c'est toute la partie financière. Moi je m'occupe pas du financier en tant que réalisatrice, je m'occupe de l'artistique uniquement. Mais je suis ravie qu'il soit sur Netflix. Comment ? Donc j'ai fait un premier film qui s'appelait À la folie pas du tout, il y a très longtemps. Un deuxième film qui s'appelait Mes stars et moi. Et La Tresse, c'est mon troisième film, adapté de mon livre. Voilà. Et pourquoi vous n'avez pas mis en film les autres romans que vous avez écrits? Les Cerfs-Volants. En fait, La Tresse, c'est mon premier roman. Au départ, j'imaginais pas quand je l'ai écrit qu'il deviendrait un film. C'est des producteurs qui m'ont contacté pour me proposer de l'adapter. Parce que comme le livre se passe sur 3 continents, je me disais que ce serait un film compliqué à faire et cher aussi. Et donc, on m'a fait cette proposition-là. On m'a aussi proposé d'adapter mon deuxième livre, Les Victorieuses, mais c'était pendant que je faisais La Tresse, donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Et c'est vrai que là, je suis en train d'écrire un 4e roman et je pense peut-être l'adapter, peut-être plutôt sous forme de série. Mais disons que chaque œuvre est différente. Et là, j'avais envie d'adapter La Tresse parce que c'était mon premier livre et qu'en plus, il me permettait une expérience de tournage que je n'avais jamais eue. Dans 3 pays, donc en Inde, en Italie, au Canada, dans 3 langues. Donc pour moi, c'était vraiment une expérience, un défi et un projet ambitieux. Je voulais vous demander,
Pourquoi vous avez choisi ces 3 continents, ces 3 pays, le Canada, l'Italie et l'Inde? Alors pourquoi j'ai choisi ces 3 pays? En fait, l'idée du livre, elle m'est venue en regardant un documentaire il y a très longtemps sur France 2 qui se passait en Inde. Et c'est un documentaire qui montrait comment les hindous, dans le sud de l'Inde, vont offrir leurs cheveux dans des temples. Et comment ces cheveux ensuite servent à fabriquer des perruques. Et je m'étais dit que cette idée-là, c'était une belle idée. Je ne savais pas qu'il y avait ce commerce des cheveux qui existait dans le monde. Je l'ai découvert dans ce documentaire. Et des années après, donc j'ai noté l'idée dans un petit carnet. Comme au départ, je suis scénariste. J'ai toujours un petit carnet avec moi où je note quand j'ai des idées qui viennent ou des choses que j'entends comme ça à la télé, à la radio ou dans des conversations. Et je m'étais dit, ça, c'est une jolie idée, l'idée des cheveux qui voyagent. Et puis, il se trouve que des années plus tard, j'ai une de mes très proches amies qui a appris qu'elle avait un cancer. Et un jour, elle m'a demandé de l'accompagner pour choisir une perruque, puisqu'elle allait faire une chimio et elle savait qu'elle perdrait ses cheveux. Et en fait, elle a choisi d'acheter une perruque en cheveux indiens. Et là, à ce moment-là, je me suis souvenue de ce reportage et je me suis dit, mais il y aurait quelque chose, une histoire à raconter. En fait, il faudrait que je raconte l'histoire d'une femme en Inde, quelque part en Inde, qui va donner ses cheveux. L'histoire d'une femme qui serait comme mon amie, une femme avocate occidentale qui va avoir besoin de cheveux parce qu'elle est malade. Et j'aimerais créer un personnage au milieu qui serait peut-être l'ouvrière qui travaillerait ses cheveux. Et j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'en Italie, en particulier, dans le sud de l'Italie et en Sicile, il y avait des petits ateliers qui étaient spécialisés dans le traitement des cheveux. Voilà pourquoi je me suis dit, je vais choisir l'Inde, c'est le premier pays que j'ai choisi, puis l'Italie pour le traitement des cheveux. Et pour l'occidental, qui allait être malade et avoir besoin des cheveux, j'aurais pu choisir la France, mais en réalité, j'avais envie de placer mon histoire sur 3 continents. J'avais envie que mes héroïnes, elles soient très différentes les unes des autres et aussi qu'elles vivent dans des sociétés très différentes et très éloignées. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le Canada. J'aurais pu choisir aussi les États-Unis, mais pour avoir les 3 continents et puis pour montrer des sociétés un peu différentes les unes des autres. L'histoire du Canada, c'est inspiré de l'histoire de mon amie. Alors c'est romancé, parce que mon amie est avocate, effectivement. Elle a des enfants, elle a des jumeaux. Mais elle n'a pas été... dans le livre, pour ceux et celles qui ne l'ont pas lu, cette personne qui tombe malade, c'est une grande avocate et petit à petit, elle se voit discriminée parce qu'elle est malade et on la met un peu au placard. On lui enlève ses plus gros dossiers, on lui enlève sa promotion. Et ça, mon amie ne l'a pas vécu. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé pour l'histoire. Mais c'est quelque chose aussi qui existe en parallèle. Et puis les autres personnages, ce sont vraiment des personnages de fiction, mais je me suis inspirée, par exemple, quand je raconte l'histoire en Inde d'une femme, d'une intouchable, dans un village qui vide les latrines des fermiers. Ça, c'est un métier qui existe en Inde. Moi, j'ai été là-bas, j'ai rencontré des femmes qui font ce métier. J'ai rencontré beaucoup de personnes de la communauté intouchable. Donc, à chaque fois que j'écris un personnage, je m'inspire d'une réalité, je fais toute une enquête avant, et je m'inspire de faits réels, même si les personnages sont inventés, je m'inspire de choses qui existent en fait, pour raconter, pour dénoncer aussi et montrer des choses qui existent et dont on n'a pas forcément connaissance. C'est quoi votre parcours ? Alors, mon parcours, moi, je viens de la banlieue bordelaise et quand j'étais plus jeune, quand j'avais votre âge, je voulais vraiment faire du cinéma, je voulais être actrice. Donc mon parcours, ça a été de faire une école de cinéma parce que mes parents n'étaient pas dans le milieu du cinéma, je connaissais personne en fait dans ce milieu. Donc, je suis rentrée par le côté technique. En fait, j'ai fait une école qui s'appelle Louis Lumière à Paris, qui forme des chefs opérateurs, donc des caméramans. Je suis rentrée dans cette école où il y a beaucoup de sciences au concours, mais j'étais bonne en sciences. Donc, je suis rentrée dans cette école. Je suis devenue assistante caméra sur des tournages. Et ça m'a permis de me faire des contacts, de rencontrer des producteurs. Et comme j'aimais écrire, j'ai commencé à écrire des scénarios de courts-métrages que j'ai réalisés. Et puis ensuite, j'ai pu avoir la chance d'écrire un premier scénario de long-métrage et de trouver assez vite un producteur. Donc j'ai fait mon premier long-métrage, j'avais 25 ans, ce qui est plutôt très, très jeune. Je sortais juste de l'école, en fait. Et j'avais envie d'être actrice aussi, donc je prenais des cours de théâtre. Et donc j'essayais aussi de passer des castings, de jouer dans des pièces. Et puis c'est comme ça que j'ai démarré, en fait, par le milieu du cinéma. Ma famille n'était pas de ce milieu, mais j'étais vraiment passionnée par ça. J'allais tout le temps au cinéma, je voyais beaucoup de films aussi à la télé. Et je savais que je voulais travailler dans cet univers-là. Et arrivé à un moment, au bout de 15 ans passés dans le milieu du cinéma, j'ai eu envie de faire des choses un peu différentes. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des romans. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écrit un film, quand on porte un projet de film, un film, ça coûte très cher, ça coûte des millions. Donc c'est très long.
Souvent, il faut en moyenne 4-5 ans entre le moment où vous écrivez l'histoire du film et le moment où vous allez pouvoir réaliser le film. C'est très long. Et j'avais envie d'un exercice un peu différent en me disant, si j'écris un livre, ça coûte rien à écrire, c'est juste le temps que vous y passez. J'ai envie de plus de liberté, j'en ai assez d'attendre l'accord des acteurs, des agents, des distributeurs, des financiers. Il y a beaucoup de guichets différents au cinéma, il faut convaincre beaucoup de monde. Et j'avais envie d'un peu plus de liberté. Donc c'est vrai que quand j'ai eu cette idée de, comme je disais tout à l'heure, d'histoire qui se passe sur 3 continents, je me suis dit, oh là là, mais si je l'écris en scénario, de toute façon, on va me dire que c'est trop cher, trop compliqué, etc. Ça se fera jamais. Mais par contre, si je l'écris en roman, je vais avoir une vraie liberté. Et j'imaginais pas du tout, d'abord, que le roman aurait du succès, et ensuite que des producteurs m'appelleraient en me disant, mais t'es réalisatrice, est-ce que tu veux l'adapter? C'est vrai que j'avais pas anticipé ça. Et en même temps, c'était une aventure formidable. Donc, j'ai adoré le tournage. J'ai passé 2 ans à écrire, réaliser, tourner, monter ce film aux 4 coins du monde. Et ça a été une aventure formidable. Ma prof de français aussi, elle a fait des films. D'accord. Elle s'appelle comment, votre prof? Madame Solignac. Madame Solignac. Ok. Ok. Bonjour, encore félicitations. Et combien de temps ça vous a pris entre les recherches et le temps d'écriture avant justement la publication du livre? Parce que souvent, on voit le livre, on le lit en quelques heures, et après, on ne se rend pas compte de l'effort qu'il y a derrière ce métier. Donc, si vous pouvez l'expliquer à nous tous, merci. Oui, quand j'ai eu cette idée, j'ai fait à peu près 6 mois de recherche. Alors, j'ai voyagé, j'ai été dans les pays, j'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu des livres, j'ai visionné des films, j'ai rencontré des gens, j'ai fait comme un travail journalistique. Vraiment, j'ai fait pas mal d'interviews, notamment beaucoup sur la partie indienne. C'est la partie qui m'a demandé le plus de travail. Parce que même si j'avais déjà voyagé en Inde, on n'a pas forcément accès aux communautés intouchables, etc. Donc, il a fallu que je trouve des contacts. Cette partie m'a demandé beaucoup de recherche. J'ai été visiter, par exemple, un petit atelier de tissage de perruques. Je me suis renseignée sur les ouvrières, leur formation, comment elles travaillaient, etc. Et j'ai rempli tout un cahier de notes. Et ensuite, je me suis mise à écrire le premier jet. Donc, j'ai écrit en 4-5 mois, j'ai écrit un premier manuscrit complet. Et puis ensuite, je l'ai envoyé à des maisons d'édition parce que je connaissais très bien le milieu du cinéma, je connaissais des producteurs, mais je ne connaissais pas du tout le milieu littéraire. Donc, j'ai envoyé à 5 maisons d'édition dont on m'avait donné les contacts. Et puis, sur ces 5 maisons, j'ai eu 3 personnes qui m'ont répondu non, une personne qui ne m'a jamais répondu et une personne chez Grasset, une éditrice qui m'a dit oui, ça m'intéresse, mais il y a du retravail. Elle trouvait notamment que la partie indienne était très aboutie et que les 2 autres parties, dans ce que je lui avais fait lire, étaient moins abouties. Donc, elle m'a dit, voilà, je pense qu'il faudrait retravailler les 2 autres parties parce qu'il faut que ce livre il soit très équilibré. En fait, c'est une tresse, donc il faut que les 3 brins de la tresse soient très équilibrés, que l'équilibre soit très harmonieux. Et c'est ça, finalement, qui m'a demandé le plus de travail. Ensuite, j'ai retravaillé le manuscrit pendant près d'1 an. Alors, je travaillais comme scénariste. J'avais des scénarios à écrire en parallèle. Je ne faisais pas que ça. Mais le retravail s'est étalé sur à peu près 1 an. Et à l'issue de ça, l'éditrice m'a dit je pense que le manuscrit est prêt, donc on va l'éditer. Donc je dirais qu'il y a eu à peu près 2 ans entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où j'ai eu le feu vert de la maison d'édition. Il s'est passé à peu près 2 ans. Monsieur le Président. Non, c'est bon, pour moi c'est terminé aussi. Okay. Merci infiniment. Alors écoutez, comme je suis tenu par le temps, je veux vous éclore cette réunion. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous pensons et nous avons créé ce prix et nous avons créé même cette association qui s'appelle le Compagnonnage laïque parce que nous pensons effectivement que la liberté de conscience, et c'est pour ça que nous avons travaillé pendant très longtemps, on parlait des temps de préparation, on parlait du mode de travail. La pièce que vous avez vue tout à l'heure a nécessité 6 mois de recherche dans les archives nationales pour reconstituer la totalité et la vérité du prix. Et on en était très très contents puisque quand nous l'avons joué, on a eu beaucoup d'historiens, de professeurs d'histoire dans notre public. Et tous nous ont dit qu'ils n'avaient aucun reproche sur le plan historique à nous faire. Alors ça, c'était une petite fierté pour nous. Ce prix, il doit normalement nous amener vers la conclusion suivante, c'est que
Et le conseil suivant, et le conseil il est très simple, c'est lisez, lisez, lisez. Et ne croyez pas, et c'est pour cette raison que nous avons fait le prix et que nous l'avons appelé Liberté Jeunesse. Il y a une chose qui est certaine, et on en parle de plus en plus, et il y a beaucoup d'intellectuels, de politiques et de gens qui commencent à comprendre le phénomène. La lecture vous libère, parce que vous la choisissez, parce que vous avez la possibilité d'aimer ou de ne pas aimer. Et quand vous avez fini le livre, eh bien, ou bien, à la limite, si vous n'aimez pas le livre, vous pouvez le mettre de côté et ne jamais le reprendre. Et nous luttons en permanence contre l'omniprésence des écrans, parce que les écrans, au contraire de la lecture, vous enferment. Le livre, quand vous l'achetez, n'a pas d'intention. Il ne veut pas chercher à vous faire quelque chose en particulier. C'est vous qui décidez si vous souhaitez faire quelque chose de particulier après avoir lu le livre. Les écrans, ils ont une intention très, très, très ferme. Ils en ont même deux. La première, c'est de vous manipuler. Je ne vais pas vous faire un discours sur les fake news, mais on pourrait être là jusqu'à 10 heures ce soir. Et la seconde, c'est de vous piquer votre argent. Parce que tout ce qui vous est présenté comme gratuit, vous le payez indirectement. Et les réseaux sociaux sont une véritable industrie. Et cette industrie, elle exige des investissements importants, etc. Et ces investissements, ne croyez pas que les milliardaires qui gèrent ces réseaux sociaux le font sans avoir l'intention de récupérer l'argent qu'ils investissent dedans. Ça, c'est pas vrai, c'est un rêve. Donc, voilà un petit peu le message, si vous voulez, que nous essayons de faire passer. Et quand je dis nous, je pense d'abord aux membres du compagnonnage laïque, mais je pense aussi surtout à vos professeurs. Nous avions un jury cette année pour 2025, qui a été une très très bonne année pour nous. Nous avons un jury de 27 professeurs. Et c'est ce qui nous a permis, au moment d'arriver au vote, ce qui nous a permis d'avoir un nombre de plus en plus important d'élèves qui ont lu les livres et qui ont voté pour les livres. Alors, je sais que de temps en temps, il y en a un qui s'arrange pour ne pas lire, etc. Mais ça, c'est pas grave, c'est son problème à lui. Et cette année en particulier, la victoire de Madame Colombani a été particulièrement flagrante, puisque nous avions dépassé les 200 votants. Ce prix a été décerné par un peu plus de 200 votants, 206 exactement. Et vous avez eu, madame, sans trahir aucun secret de vote, vous avez eu exactement la moitié de ces 206 votants qui ont voté pour vous. Et voilà, donc parlez-en à vos professeurs, à qui je dis un grand merci, parce que je sais que beaucoup d'entre vous, quand on leur parle de lire, sont un petit peu réticents. Et ils ont tout à fait tort, et en particulier ceux qui se laissent envelopper, kidnapper, faire prisonniers par leurs écrans. Ça, c'est quelque chose d'absolument terrible pour un certain nombre d'entre vous. Moi, quand je vais dans des classes, j'entends des élèves qui me disent je passe 4 heures, 6 heures, 8 heures par jour sur mon écran. Et j'ai même entendu dans une certaine classe, que je ne citerai pas, un élève qui me dit « Moi, je passe 12 heures par jour sur mes écrans ». Donc, celui-là, il est fichu. C'est pas la peine d'essayer de le récupérer. Il est vraiment fichu. Les autres, faites attention. On cherche à vous enfermer, on cherche à vous faire payer les choses, et ça n'est jamais, jamais gratuit. Le 3e prix Liberté Jeunesse est maintenant terminé.
Je remercie encore une fois tous ceux qui ont participé, y compris vous. Hein. Et je vais dire, prendre la formule traditionnelle, vive le 4e prix qui aura lieu en 2026, avec une petite différence, c'est qu'il aura fait un petit, c'est-à-dire que nous aurons non pas un prix, mais nous en aurons 2, un pour les collèges et un pour les lycées. Voilà, donc ça continue à se développer gentiment. Merci à tous, bon retour, et continuez, et surtout, lisez encore.